BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble, vous le savez, pendant une heure avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir ou bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Aujourd'hui, une personnalité qui est vraiment au cœur de l'actualité. Bonjour Arnaud de Puyfontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire de Vivendi. Vivendi qui vient d'être autorisé donc à mettre la main sur Lagardère. Alors merci Edwige et donc bonjour Arnaud de Puyfontaine. Vous dirigez Vivendi, dont le président du conseil de surveillance est, je le rappelle, Yannick Bolloré. Vivendi, c'est Havas, Canal+, Prisma, Gameloft, 9,5 milliards de chiffre d'affaires, 38 000 collaborateurs. Et ça va presque doubler donc avec Lagardère quand vous serez autorisé à opérer effectivement Lagardère, puisque c'est 7 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires et 27 000 collaborateurs en plus. Cette interview, Arnaud de Puyfontaine, elle sera multicanale. Il y aura une rencontre dans le print de Challenge, et puis sur les sites de Challenge et de BFM Business, et puis en intégralité sur l'antenne de BFM Business pendant le week-end. Merci en tous les cas d'avoir accepté d'être là, surtout que... On va le dire, vous êtes avec des béquilles, hein, Arnaud de Puyfontaine. Vous avez eu un accident, donc merci d'avoir maintenu votre présence ici. Beaucoup de questions, comme vous pouvez imaginer. On va essayer de tenir les timings. Mode d'emploi rapidement, 4 parties. Une partie actualité, une partie business. Et puis ensuite, c'est un peu la partie d'HEC des alumni qui vous ont posé des questions, un micro-trottoir, et puis une conclusion, ou peut-être des questions un peu plus personnelles. Tout de suite, les questions d'actualité. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Arnaud de Puyfontaine, Vivendi a obtenu le 9 juin le feu vert de la Commission européenne pour son OPA sur Lagardère. Quelles sont les prochaines étapes ? D'abord, merci beaucoup de votre accueil. Et effectivement, notre actualité est marquée par cette autorisation qui ouvre donc une période de quelques semaines durant lesquelles cette autorisation de compatibilité sur le rapprochement de Vivendi et de Lagardère est soumise à des remèdes. Il faut donc que nous puissions réaliser ces remèdes. Ces remèdes sont de double nature. La première, c'est la cession d'Editis. Et comme vous le savez, et comme cela a été traité, nous avons un accord qui est un accord avec le groupe de Daniel Kretinsky. Donc il faut qu'à son tour, ce groupe soit considéré comme étant, permettez-moi cet anglicisme, fit for purpose au sens de la concurrence et de la Commission européenne pour pouvoir conclure cet accord que nous avons avec Mais c'est quelle échéance ? C'est fin de l'été ? C'est quoi ? Oui, probablement fin d'été, courant septembre, début octobre. Et la deuxième chose, c'est effectivement la cession qui nous a été demandée de Gala, considéré comme étant un concurrent de Paris Match. Et donc, nous avons lancé un processus pour trouver un nouveau propriétaire qui, là aussi, devra être validé par la Commission européenne. Vous avez combien de candidats au rachat de Gala ? Parce que ça suscite beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit, parce que c'est une très belle marque. C'est une très belle marque de médias, bien évidemment, et qui a parfaitement bien réussi sa transformation digitale. Donc, nous avons reçu plus d'une dizaine de marques d'intérêt et on va rentrer dans une période d'exclusivité incessamment sous peu. Incessamment sous peu ? Absolument. Et je rajouterai un dernier point par rapport à ce qui doit se passer. Il y a bien sûr les autorisations des différentes représentations du personnel pour faire en sorte que tous les éléments soient réunis pour que nous puissions, comme l'a dit Vincent Beaufils, commencer à opérer le groupe Lagardère. Donc on met cela effectivement en perspective fin septembre, début octobre. Alors il y a un sujet qui est arrivé entre-temps et on l'a appris d'ailleurs au micro d'Edwige quand elle a reçu Margaret Vestager. Elle a dit qu'elle enquêtait sur un gun jumping. Ça veut dire qu'effectivement, savoir s'il y avait une prise de contrôle anticipée de votre part. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette procédure qu'on n'avait pas anticipée, nous, de notre côté ? Écoutez, avec une grosse amende à la clé. 2 commentaires par rapport à cela. Le premier et le plus important, c'est que nous avons respecté toutes les règles qui sont les règles liées à ce type de processus. Donc, nous considérons qu'effectivement, il n'y a pas matière... Il y a une enquête, elle mène une enquête, elle considère qu'elle a des remontées. Madame Chevrillon, ce n'est pas exactement le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné les multiples relations qu'il y a entre des acteurs associés, nos confrères, mais néanmoins concurrents, et un certain nombre de démarches qui ont été faites vis-à-vis de la Commission européenne, ce qu'elle fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle regarde si effectivement il y a matière à lancer une enquête sur le sujet. Voilà. Donc la décision n'a pas été prise, à ma connaissance, à date. Néanmoins, et par rapport à votre question, nous avons, comme l'a dit
mon président du conseil de surveillance, Yannick Bolloré, que vous avez reçu il y a quelque temps, nous avons totalement respecté toutes les règles qui sont liées effectivement à ce type de processus, c'est-à-dire de ne pas, sous quelque forme que ce soit, anticiper l'accord nous permettant de prendre le contrôle. Arnaud Puyfontaine, il s'est passé la semaine dernière un élément troublant, c'est la nomination par Lagardère d'un nouveau directeur de la rédaction au Journal du Dimanche, Geoffroy Lejeune, et on peut se demander si ce type de nomination n'est pas quelque part une forme d'exercice du pouvoir sur le groupe Lagardère de votre côté, de votre actionnaire. Et la réponse est non. La réponse est non. C'est-à-dire qu'Arnaud Lagardère, tout seul, dans son coin, il a eu l'idée de nommer Geoffroy Lejeune. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculation et il y a beaucoup de storytelling autour de cette affaire. C'est une décision qui a été prise par Arnaud Lagardère et les équipes dirigeantes du groupe Lagardère, et sur lequel, par rapport à cette question, ou en tout cas ces supputation, je vous dis qu'il n'y a pas eu d'interférence de quelque nature que ce soit. C'est pas un chiffon rouge quand même agité devant Margaret Vestager? Écoutez, je ne suis pas en charge des décisions qui sont prises dans le groupe Lagardère. C'est encore une fois, et je vous le répète, une décision qui a été prise par le groupe Lagardère. Je n'ai pas d'autres commentaires à aborder. Il n'y a jamais eu, Arnaud de Puyfontaine, des réunions communes sur les sommaires de matchs de JDD où quelqu'un de Vivendi était présent? Je sais qu'il y a un certain nombre, là aussi, d'informations qui ont été communiquées. Des journalistes communs ou communes, en l'occurrence. Mais parce qu'il y a historiquement des liens qui sont des liens forts entre certaines activités du groupe Vivendi et le groupe Lagardère. Et il est normal que dans le cadre de la mise en place de ces activités, il y ait un certain nombre de réunions communes. Est-ce qu'effectivement il y a matière, ou est-ce que chez Vivendi, il y a eu une anticipation de cet accord? La réponse est formellement non. Je vois beaucoup de spéculations, je vois beaucoup de choses qui sont dites. Je suis président du directoire de cette entreprise et au même titre que mon président du conseil de surveillance vous l'a dit, vous répétons que nous n'avons pas anticipé cette décision. Quel sera le rôle réel, opérationnel d'Arnaud Lagardère? Il reste président de son groupe, mais dès lors que c'est vous qui allez en prendre le contrôle, je vous imagine mal céder un champ d'activité à Arnaud Lagardère. Non, mais écoutez, pardonnez-moi, Madame Chevrillon, de vous contredire. Pas de vous contredire, mais en tout cas de préciser la réalité de ce qui va se passer. C'est un groupe qui est un groupe depuis le début, et lorsque nous avons lancé l'OPA, lorsque nous avons effectivement racheté les parts d'un actionnaire qui était le groupe Amber, parce que je rappelle effectivement pour nos spectateurs que nous avons aujourd'hui 57% du capital du groupe Lagardère, mais 23% des droits de vote. Nous avons dit que le groupe resterait sous la présidence et la direction générale de Arnaud Lagardère, qu'il garderait son intégrité, et telle notre intention. Donc, comme nous le faisons dans l'ensemble de nos activités, qui sont les activités et je dirais l'histoire que nous avons débutée en 2014 plaide en notre faveur. Nous avons parfois des accords de partenariat et de modus operandi. Nous jouerons notre rôle d'actionnaire. Nous voulons créer à partir de Hachette Livre un champion mondial dans le domaine de l'édition. On va y revenir, bien sûr. Et donc, nous maintiendrons effectivement un modus operandi Parlons une très clair. seconde de l'intégrité du groupe, je veux dire, Lagardère. Vous êtes intéressé par le travel retail, les boutiques d'aéroport, ou est-ce que quelque part, ça peut pas être une forme de lot de consolation pour l'autre actionnaire de Lagardère, un petit peu dépité, le groupe Arnaud? Écoutez, vous apportez des commentaires sur lesquels je ne réagirai pas. Moi, nous avons des relations qui sont des relations très bonnes avec le... Oui, mais elles le sont. C'est Vincent Bolloré qui a rapporté la mise. Mais il n'y a pas de... Non, parce qu'on a voulu créer effectivement une dimension conflictuelle. Cette dimension conflictuelle où tous les scénarios qui ont été évoqués, et regardons effectivement ce qui a pu être dit et écrit, la réalité des faits, c'est que la relation entre les deux groupes est une relation excellente. Je mets ça de côté. Maintenant, par rapport à votre question, qui est celle du travel retail, c'est une activité formidable. C'est une activité qui a souffert effectivement de manière très importante durant la pandémie. Et évidemment, il n'y a plus de trafic. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres du groupe Lagardère qui ont été communiqués il y a peu de temps, le retour des activités est un retour qui porte la croissance économique, des résultats de grande qualité. Et donc, nous sommes très intéressés de pouvoir effectivement contribuer et avoir la possibilité d'avoir ces activités dans le périmètre du groupe qui gardera, comme vous l'avez bien cité, son intégrité. Le Big Bang, vous l'avez dit, c'est le Big Bang dans l'édition française, avec donc vous qui allez prendre le contrôle d'Hachette. Hachette qui est beaucoup plus international qu'Editis, donc vous devez normalement céder, on vient d'en parler, à Daniel Kretinsky. Comment est-ce que vous allez gérer Hachette? Est-ce que vous allez en changer le périmètre? Qui va être nommé à la tête? Est-ce que vous avez déjà des idées, des indications? Nicolas Sarkozy, par exemple, peut vous souffler? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans de la politique fiction. Je dis juste que lorsque nous avons fait l'acquisition d'Editis en 2019, nous avions expliqué que notre ambition était effectivement de pouvoir créer une activité de nature mondiale.
La réalité et tout ce qui s'est passé ces derniers mois fait en sorte qu'effectivement nous atteignions cette position. Nous allons atteindre cette position avec le groupe Lagardère Publishing, donc la marque notamment Hachette. Et donc nous avons bien l'intention de pouvoir accompagner sa croissance et avoir la possibilité de faire en sorte que, comme nous le faisons sur l'ensemble de nos autres activités, que ce soit chez Havas, que ce soit chez Canal et d'autres de nos activités, de leur donner une dimension mondiale et d'asseoir et d'assurer leur croissance. Sur les modalités, l'organisation et ce genre de choses, là encore, je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs, mais nous verrons à l'automne. Il y a quand même un sujet, c'est qu'il y a de grandes figures chez Hachette. Je pense par exemple à Olivier Nora, le patron de la maison Grasset, qui a exprimé de fortes inquiétudes. Comment est-ce que vous allez les rassurer de façon qu'ils continuent leur job au sein de Hachette? Écoutez, le passé plaide pour notre avenir. Pendant près de 5 ans, j'ai eu le plaisir d'avoir la présidence de Editis avec 53 marques et maisons d'édition, 53 éditeurs, de nombreux positionnements d'un point de vue éditorial. Et donc la réalité de nos métiers, c'est une réalité basée sur la créativité, le talent. Donc vous citez un éditeur qui est de très grande qualité et que l'avenir sera basé sur la capacité de pouvoir faire en sorte que le projet de la maison Lagardère Publishing Hachette puisse attirer, conserver les meilleurs. Juste, je reprends une expression d'Arnaud Lagardère qui dit qu'on sera bluffé par la personne qui va diriger le groupe Hachette. Pourquoi on sera bluffé? C'est un grand nom, une grande personnalité? Je vous propose de poser la question à Madame Chevrillon, à Arnaud Lagardère, car je n'ai pas la réponse à cette question et donc j'attends de voir ce qu'il en sera. Et vous disiez que le passé plaidait pour le futur, oui. Mais il se trouve que dans le passé, Editis a perdu beaucoup de valeur, en tout cas 300 millions de pertes dans les derniers comptes de Vivendi. Qu'est-ce qui s'est passé alors que l'édition s'est plutôt bien portée pendant le Covid? Alors, Vincent Beaufils, Edwige Chevrillon, appelons un chat et remettons les choses en place par rapport à toutes ces rumeurs, spéculations, commentaires. La réalité, vous avez raison, c'est que nous avons été amenés à passer une dévalorisation de Editis. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, quand vous êtes obligé, contrairement à ce qui a été dit, vous savez, c'était le schéma de Vivendi qui était d'absorber, de faire en sorte qu'on mette les deux activités ensemble et que nous aurions échoué dans ce projet. Cette perspective est une aberration. Dans le domaine industriel, on ne peut pas posséder 80% de la distribution en France. Dans le domaine du Pocket, on ne peut pas avoir Pocket et le livre de poche 80% de part de marché. Dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas avoir Attends et Atier. Donc appelons un chat un chat. Toutes ces spéculations et ce projet, oui, ce que nous voulons, c'est de créer un champion qui est un champion dans le domaine de l'édition, renforcé en France. Si vous regardez Editis, quand vous êtes amené, nous avons essayé et regardé différentes possibilités, notamment la cotation distribution. Finalement, nous vendons 100%. Quand vous vendez effectivement sous contrainte, parce que c'est des contraintes de la réglementation, vous n'êtes pas dans une très bonne position de négociation. Point numéro 1. Point numéro 2. Le travail qui a été fait par les équipes d'Editis est très remarquable. Et avec des performances qui sont des performances qui vont revenir dans les années qui viennent. Le problème, c'est que l'année 2022 a été une année d'élections politiques en France importante. Pas bon pour l'édition. Vous avez eu le 24 février avec la guerre de l'Ukraine. Pas bon pour la consommation de livres. Vous avez eu le phénomène d'inflation avec deux conséquences. L'augmentation des matières premières et d'autre part des consommateurs qui ont eu d'autres priorités. Donc c'est vrai que les chiffres 2022 n'ont pas été bons. Donc ça a eu un impact. Les deux éléments additionnés les uns aux autres ont eu cet aspect sur la valeur. Et il est clair que nous avons acté, nous voulions avoir une cotation distribution justement pour donner la possibilité de créer le bénéfice la nouvelle valorisation dans les années qui viennent, et les faits le démontreront. Ça n'a pas été possible. Donc là, on prend effectivement une mauvaise nouvelle, mais pour un projet qui est une bonne nouvelle et en ligne avec la stratégie du groupe Vivendi. Tout de suite, les questions d'actu et le brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors avant la séquence business, j'ai le plaisir de recevoir avec nous donc Laurent Colombani, qui est associé de Bain et compagnie France et qui est responsable des pôles de compétences télécom, médias et technologies. Ça tombe bien puisque nous avons le plaisir d'avoir Arnaud de Puyfontaine. Et donc c'est à vous pour votre pitch et puis vous terminez avec une question auprès d'Arnaud de Puyfontaine. Merci Vincent Beaufils. Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour Laurent Colombani. Et bonjour Arnaud de Puyfontaine. Alors Vivendi, c'est le groupe de médias qu'on ne présente plus mais qui gagne à être présenté tant il s'est transformé depuis bientôt 10 ans quand vous en avez pris
la présidence du directoire. Alors, nous sommes en 2014, nouvelle gouvernance, nouvelle équipe de direction, et cette ambition affichée de bâtir un géant français des médias avec un fort ancrage européen et une ambition mondiale. Alors ça définit un terrain de jeu très vaste, un marché mondial qu'on estime chez Bain & compagnie à l'ordre de 1500 milliards d'euros, au travers de la télévision et la vidéo, où évoluent les groupes Canal+, ou Dailymotion, la presse, le publishing, avec Prisma, Editis hier, Hachette demain, ou le jeu vidéo avec Gameloft. Et bien sûr, n'oublions pas la publicité, avec Havas, qui joue un rôle mondial dans un métier qui irrigue l'ensemble de cet écosystème. Alors 2023, on en a parlé, l'actualité, c'est l'acquisition du groupe Lagardère et ce projet que vous avez affirmé de transformation. Et la transformation, il faut reconnaître que Vivendi y connaît. On peut prendre l'exemple de l'industrie musicale, jugée moribonde il y a plus de 10 ans, et qui a été une formidable réussite pour Vivendi avec l'introduction en bourse d'Universal Music, surfant sur la croissance du streaming musical, ou la presse, industrie en perpétuelle transformation, aux premières loges de laquelle vous avez été tout au long de votre carrière. Alors nous sommes en 2023 également. Comment ne pas parler de l'intelligence artificielle, ces nouvelles technologies poussées par des grands groupes comme Google, Microsoft ou Amazon, à la fois devenus principaux concurrents et partenaires de la plupart des métiers du groupe, et qui aujourd'hui posent de nouvelles questions, notamment autour de la propriété intellectuelle. Alors, la transformation reste donc plus que jamais à l'ordre du jour du secteur. Et chez Bain, nous voyons 3 principales composantes à une transformation réussie dans le secteur des médias. La première ne vous surprendra pas, investir dans la création et la propriété intellectuelle. La deuxième, cultiver un lien direct avec le consommateur final pour en capter la donnée, mais aussi le consentement pour utiliser cette donnée. Et enfin, bâtir de robustes compétences technologiques pour rester maître de son destin face à ses voisins et concurrents, parfois envahissants. Alors, quelle question donc pour Arnaud de Puyfontaine? Alors, ma question pour vous aujourd'hui, 10 ans après, que manque-t-il au Vivendi de 2023 pour devenir ce Disney européen que vous avez pu appeler de vos voeux? Et comment comptez-vous utiliser les 10 prochaines années pour en faire une réalité? En 2 minutes. Merci beaucoup, je vais donc être très bref. Merci de cet exposé. Écoutez, oui, l'agenda qui est l'agenda du groupe Vivendi est un agenda de transformation, d'intégration et d'internationalisation. Nous avons fait de grands progrès, mais nous sommes toujours sur un chemin et il est loin d'avoir atteint les objectifs ambitieux que nous avons. Je parle de l'ensemble des stakeholders de Vivendi pour notre groupe. Et quand vous regardez ce que nous étions en 2014 et ce que nous sommes aujourd'hui, il y a eu tout le chemin que vous avez décrit. Et c'est un chemin qui est un chemin à la fois long, vous avez parlé de près d'une décennie, mais très court. Disney Company est né en 1923. Et le fameux dessin de Walt Disney sur la stratégie de son groupe avec au milieu Mickey Mouse, et ce qui a donné naissance à cette remarquable entreprise aujourd'hui, The Disney Company, c'était au milieu des années 50. Donc ce qu'il nous faut, c'est un peu de temps. Et la capacité peu à peu de semer effectivement ce qui nous permettra de pouvoir créer cette equity story et cette réalité que souvent on illustre par l'exemple de Paddington en termes de création d'IP, mais que nous souhaitons effectivement voir ruisseler à l'intérieur de l'ensemble de notre société. C'est la vision que nous avons avec Yannick Bolloré. C'est la raison pour laquelle nous avons fait évoluer le directoire de la société il y a 1 an, avec notamment une combinaison de fonctions régaliennes et de fonctions opérationnelles. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un comité exécutif, parce que quelque part, on peut décider de toutes les stratégies. Mais une belle stratégie, une stratégie qui réussit, c'est quand on a la capacité, qui est la capacité de l'implanter, de réaliser et de démontrer les progrès. Donc, nous devons avoir du temps. Et ce que nous demandons, c'est ce temps. J'ai de la chance puisque j'ai un actionnaire qui est un actionnaire qui a plus de 200 ans et a démontré dans ces 2 siècles le fait qu'il a une vraie vision et une vraie volonté de s'inscrire dans la durée. Et donc nous avons les composantes qui sont là pour avoir la possibilité de peu à peu donner naissance à ce Disney européen que je utilise en termes d'expression comme une image de l'image de l'ambition que j'ai et que les équipes du groupe ont pour Vivendi. Surtout les dessins animés, c'est important. Merci beaucoup, Laurent Colombani, d'avoir été avec nous. Donc, de Bain, dans un instant, ça fera très bien le lien, les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Arnaud de Puyfontaine, maintenant, place aux questions business, je le disais. Je voudrais qu'on revienne sur les comptes de Vivendi. 2 ans de négociations, des négociations qui ont été longues, qui ne sont pas encore complètement terminées, puisque vous nous avez donné un peu comme calendrier la fin de l'été pour cette opération sur Lagardère.
Quand est-ce qu'on verra dans vos comptes les bénéfices de cette opération? Sachant que 2022 a été une année un peu difficile pour Vivendi à cause de Telecom Italia. Là encore, on y reviendra. Alors, deux choses. On verra le plein effet, effectivement, de cette nouvelle configuration dans nos comptes 2024. Voilà pour la première réponse à votre question. La deuxième, l'année 2022 a été une très bonne année pour Vivendi. Nous avons une croissance de plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Nous avons une croissance à double chiffre de la part de notre EBITDA. La partie Telecom Italia, c'est une participation qui est une participation que nous avons effectivement déconsolidée en 2023. Donc, au niveau d'où l'impact que vous avez eu sur les comptes. Il y a un impact. Mais opérationnellement, vous savez, quand on a listé Universal Music Group en 2021, alors qu'on expliquait, comme l'a expliqué Laurent Colombani, que la musique n'avait pas d'avenir et qu'à l'époque, c'était une valorisation entre 6 et 7 milliards d'euros, je parle de l'année 2014, la société a été cotée 45 milliards. Donc, c'est démontré que quand on a une vision de temps et quand on a une certaine conviction quant au potentiel des activités, on a la possibilité de créer des histoires. Et vous êtes toujours actionnaire. Et nous sommes toujours actionnaires, 10% Vivendi en direct. Mais donc, Telecom Italia, je reviendrai sur ce point plus tard, mais en dehors de Telecom Italia, les performances opérationnelles de Vivendi en dehors d'Universal ont été des performances de croissance et qui ont donné tort à ceux qui disaient qu'en dehors d'Universal, Vivendi n'avait pas de potentiel. Juste Vivendi qui sort du CAC 40 a un impact pour vous? Ou c'est Vivendi, voulu? Non, mais c'est pas voulu. C'est des aspects techniques. C'est pas voulu pour mon actionnaire et c'est pas voulu, mais c'est une chronique d'une histoire annoncée. Quand vous externalisez une telle valeur, ce que nous avons fait en 2021, en fait, Vivendi est sorti du CAC 40 le 21 septembre 2021. Il s'avère que nous sommes dans une période de transition. On verra ce de quoi demain sera fait. Alors, il y a une belle histoire qui est en train de se créer, c'est Canal+ à l'international, puisqu'on parle plus simplement d'un objectif de 30 millions, mais de 40, 50 millions d'abonnés. Où est-ce que vous en êtes de cette internationalisation, pardon ? C'est un formidable succès et que l'on doit à la qualité, qui sont la qualité des équipes pilotées par Maxime Saada et qui ont effectivement porté haut et clair l'expertise et le savoir-faire du groupe Canal sur le continent africain, en Asie et en Europe de l'Est. Donc où nous en sommes, c'est simple, lorsque nous avons commencé l'aventure en 2015, il y avait le groupe Canal, c'était un peu plus de 10 millions d'abonnés. Maintenant, c'est plus de 25 millions d'abonnés. Nous avons une vraie volonté de pouvoir effectivement nous développer. À l'époque, vous prenez le continent africain, il y avait 750 000 abonnés. En Afrique subsaharienne francophone, nous avons maintenant plus de 7,5 millions d'abonnés. Nous avons une ambition dans la partie anglophone et lusophone en tant que premier actionnaire du groupe MultiChoice. Et nous avons annoncé la semaine dernière un partenariat et un investissement dans une plateforme streaming asiatique présente dans plus de 16 pays, qui a 60 millions d'utilisateurs réguliers et plus de 12 millions d'abonnés, qui est la plateforme Viu. Donc beaucoup d'exemples qui démontrent l'ambition importante que nous avons de la croissance, qui est la croissance du groupe Canal à l'international, et d'avoir la possibilité d'augmenter notre nombre d'abonnés, parce que ça nous permet effectivement d'avoir une plateforme sur laquelle nous pouvons amortir tous nos investissements, plus de 3,5 milliards d'euros par an, dans le domaine des contenus à l'échelle internationale. Oui, la plateforme, elle est très importante. C'est vraiment au cœur du dispositif du Canal. MyCanal est une plateforme. Il n'y en a pas de meilleure. Absolument. C'est second to none, souvent comme diraient nos amis. Y compris vos concurrents. Vous gagnez de l'argent en France avec Canal, j'entends? Écoutez, nous avons une activité qui est une activité challengée en France par rapport à énormément l'histoire, l'environnement réglementaire. Alors, mais oui je ne serai pas plus spécifique sur le sujet. Voilà. Donc vous en gagnez pas. Sinon vous diriez oui. La France n'est pas le pays le plus facile. Studio Canal, pour les affaires de production de cinéma, oui. Est-ce un bon business ou est-ce que c'est plus compliqué que vous ne l'imaginiez? Ah non, c'est un très bon business et ça nous permet en amont de pouvoir intégrer toute la chaîne de valeur, puisque c'est effectivement la maison qui nous permet de produire du contenu. Oui, mais ça ne gagne pas moins d'argent qu'escompté. Ah mais pas du tout, mais c'est tout le contraire. Il y a une formidable transformation du business model de Studio Canal dans ses différents métiers, la distribution, la production. Nous avons tout un panel de studios à l'échelle européenne, des développements dans d'autres territoires. C'est piloté par Anne Lamarche et aujourd'hui, l'activité de Studio Canal est une activité qui est une très bonne activité et qui a des résultats meilleurs que ceux de Studio Canal il y a 10 ans. Pourquoi Vincent Bolloré, votre actionnaire, a-t-il autant d'intérêt pour Canal+, au point d'y aller une fois par semaine? D'abord, Vincent Bolloré a été le président du conseil de surveillance. Ensuite, il a été... de Vivendi. De Vivendi. Ensuite, il a été censeur, et position à laquelle il a renoncé au printemps dernier, et il est aujourd'hui le conseiller du président du directoire de Vivendi, c'est-à-dire moi.
Et enfin, il est à la tête avec Cyril Bolloré, l'actionnaire qui est l'actionnaire principal de Vivendi. Il a un intérêt pour un certain nombre d'activités. Comme l'a dit Yannick fort justement dans notre modus operandi, il nous apporte toute son expertise, toute sa connaissance. Et c'est formidable d'avoir un homme qui, avec le succès que l'on connaît et le formidable entrepreneur qu'il est, d'avoir la possibilité de pouvoir bénéficier de son expérience et de la capacité de nous aider dans le travail qui est le nôtre. Arnaud Puyfontaine, vous avez dit qu'on a beaucoup de questions, c'est pour ça que je Allez-y, me permets de vous laisser un petit peu. Mais c'est une question particulièrement importante. Oui, bien sûr. Voilà. 46 milliards, c'est ce que vous avez rendu aux actionnaires. Depuis 2014. Depuis 2014, bien sûr. Ouais. Vous avez actuellement un trésor de guerre à peu près évalué à 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous avez vocation à absorber le groupe Lagardère? Est-ce que c'est Bolloré, justement, le holding, qui va absorber Vivendi et Lagardère? C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'utilisation de ces 10 milliards d'euros. Moi, mon job et ma mission, c'est d'avoir la capacité de pouvoir créer un projet pour Vivendi qui apporte de la croissance, qui apporte du développement et qui apporte des perspectives enthousiasmantes pour les actionnaires, mais pour l'ensemble des parties prenantes du groupe Vivendi. Donc, les moyens qui sont mis à notre disposition en tant qu'équipe seront utilisés dans le financement, la croissance et le déploiement de nos activités, que ce soit par croissance organique, que ce soit par acquisition. Sur tous les scénarios qui sont les scénarios que l'on voit aujourd'hui sur ce de quoi demain sera fait, d'abord sur les scénarios de l'avenir groupe Bolloré Vivendi, ça concerne mon actionnaire et ce n'est pas de mon domaine de compétence. Et je sais que dans la dernière assemblée générale du groupe Bolloré, Cyril Bolloré a expliqué que le sujet de passer les 30% n'était pas d'actualité. Le reste, nous verrons. Aléa Jacta Est. On n'a pas parlé d'Havas et pourtant vous avez fait une belle moisson à Cannes. Magnifique moisson. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée effectivement à maturité d'une stratégie de plusieurs années? Absolument. C'est la vision que nous avons partagée avec Yannick au tout début quand nous étions cousins, de par la nature de notre actionnariat. Puis un jour, on est passé du statut du cousinage à la fratrie, comme nous le disons l'un et l'autre, et que cette vision, qui est cette vision décrite par Jacques Séguéla comme étant une sorte de phase de l'advertisement, c'est la capacité des métiers de la communication et de la publicité avec les métiers du contenu. Et c'est le projet qui est le projet de Vivendi. Et je vous remercie de noter cette formidable résultat lors des Lions de Cannes qui ont eu lieu l'année dernière, notamment ce formidable Grand Prix Lion d'Or sur la campagne For Good sur l'aéroport Anne de Gaulle qui a été célébré et fort justement. 2023, une bonne année, malgré un peu le ciel économique qui s'assombrit? Il y a un vrai business model formidable sur Havas et nous sommes prudemment optimistes parce que l'environnement est un environnement un peu incertain. Mais jusqu'à présent, oui. Allez, on se dépêche, Arnaud Puyfontaine, pour arriver à cette deuxième partie de l'entretien HEC. On ira sur le campus. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon. Retour dans l'entretien HEC avec notre invité Arnaud Puyfontaine, le président du directoire de Vivendi. Alors on est encore ensemble pendant une demi-heure, mais cette fois-ci un peu place à HEC, aux alumni d'HEC. Tout d'abord, c'est un micro-trottoir réalisé sur le campus. C'est quoi l'information? C'est quoi Vivendi? On écoute et puis votre réponse après. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous lisez les journaux? Oui, mais surtout sur mon téléphone. Je lis le Financial Times, je le lis sur mon portable. Je suis le Hindustan Times, surtout de l'information orientée business, emploi et sur l'évolution de l'industrie. Financial Times, Wall Street Journal et un peu plus spécialisé comme Harvard Business Review. Est-ce que vous connaissez Vivendi? Je sais que c'est un groupe français présent dans les médias. Ils viennent du secteur des médias. Je crois que c'est un groupe français de médias grand public. Je savais qu'ils avaient également été liés à un moment dans des discussions pour reprendre Ubisoft, donc j'imagine que c'est un conglomérat qui cherche à diversifier ses activités. Qu'est-ce qui est économiquement plus rentable entre l'audiovisuel, la presse magazine et la communication? En termes de rentabilité, je dirais la presse magazine, parce que je sais que le coût de fabrication de l'info à la télé est un peu plus élevé. Newspapers, probably. Les journaux, probablement, puisque maintenant ils sont accessibles en digital et donc une audience beaucoup plus grosse. J'aurais tendance à penser que c'est la publicité, puis potentiellement l'audiovisuel du fait des revenus publicitaires.
Moi, je dis que c'est l'agence de communication. Cela permettrait de combler votre audience avec de la pub. La télévision, c'est un média qu'on regarde plutôt en famille. On y regarde des séries familiales ou du sport. C'est ce que je peux constater dans mon entourage. Qu'est-ce qui fait de Vivendi le leader de la presse, des médias en France? Je dirais que Vivendi est leader à cause de leur portfolio diversifié. Si tu étais en face d'Arnaud de Puyfontaine, quelles questions lui poserais-tu? Quel type de leader il pense être? Quelle est votre presse favorite? Consommez-vous la presse que vous produisez? Des propos recueillis par Estelle Plaguet et Sarah Benasser. Réaction, bon, l'information digitale, on voit quand même qu'ils sont tous sur le digital, international et pour cause, parce qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons. Mais qu'est-ce que vous leur répondez d'abord à ceux qui vous ont posé une question? D'abord, merci beaucoup pour l'intérêt et la connaissance qu'ils ont du groupe Vivendi. Premier point. Deuxième point, un point commun, c'est un secteur, celui des médias, de l'information, des contenus, qui vit une profonde révolution. C'est celle de l'impact de la technologie dans la façon dont on consomme du contenu, que ce soit du contenu audiovisuel, du contenu de presse, quelle que soit la nature de cette presse, ou que ce soit les jeux vidéo, ou la façon dont on écoute la musique. Donc, plusieurs questions ont été posées. Je crois qu'il y avait le rôle de leader et quel leader je suis. D'abord, je pense que je suis un chef d'orchestre. C'est ce que j'aime dans le métier qui est le mien. C'est la capacité de faire en sorte d'accompagner des hommes et des femmes de talent qui constituent l'équipe, qui est l'équipe du directoire, du COMEX et l'ensemble des équipes et des plus de 35 000 collaborateurs du groupe au quotidien, et d'avoir la capacité de trouver toutes les compétences et de faire en sorte que la partition soit la meilleure et que la façon de pouvoir la jouer nous permette d'avoir les résultats qui sont des résultats qui ont été satisfaisants ces dernières années. La deuxième chose, c'est que moi, je suis très gourmand d'informations. Et vous vous informez comment? C'était ça la deuxième question. Absolument. Donc, je m'informe avec une grande consommation de presse quotidienne tous les matins dès Potron-Minet. Papier ou digital? Les deux. Les deux. Il y a le côté très fonctionnel, très easy to use de la distribution digitale des différentes formes de médias. Et de temps en temps, quand j'ai plus le temps, j'ai effectivement la version papier. Donc, c'est très divers. Et puis, je lis effectivement beaucoup des médias qui sont les médias que nous éditons via notre filiale Prisma Media, pilotée par Claire Léost. Et donc, je voyais une référence qui est le Harvard Business Review, oui, dont nous sommes l'éditeur en France. Donc, je lis le Harvard Business Review, mais d'autres de nos magazines Capital, remarquables mensuels d'information économique, et d'autres, bien évidemment. Arnaud de Puyfontaine, place maintenant aux questions des alumni qui vous ont posé des questions. Vous verrez, certains, il y a des questions justement un peu personnelles, et puis après, on aura une petite conclusion pour terminer cet entretien HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. La première question, elle est de Renaud Bernard. Bonjour, je suis Renaud Bernard, alumna IMBA. Je suis également rédacteur en chef ici, à France Télévisions. Et je suis enfin délégué syndical central de Force Ouvrière. Alors rassurez-vous, plutôt tendance CIA que tendance Léon Trotsky. J'ai une question en deux temps. Je tiens d'abord de sources cabinet ministériel et des ministères régaliens qu'ordre a été donné, je cite, d'abattre l'offensive Bolloré sur les médias. C'est pas rien comme phrase. Et c'est un risque. Comment le managez-vous? On en a déjà vu des signes. Et comment avez-vous prévu de le manager, ce risque, dans votre stratégie? Et toujours dans votre stratégie, il y a 23 ans, il y avait déjà eu un pleine puissance sur les médias avec Vivendi, et un peu du fait de l'hubris de Jean-Marie Messier, mais pas que, pour des raisons aussi financières et industrielles. Cela s'était révélé être une catastrophe, avec une action dont le cours avait été divisé par 28. 23 ans après, j'imagine que vous en avez tiré les enseignements. Comment allez-vous manager ce risque de mastodonte média qui pourrait s'écrouler? Merci à vous. Écoutez, sur la première partie, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de pouvoir valider la source qui est citée par ce confrère, si je puis m'exprimer ainsi. Vous sentez quand même une hostilité ou pas? Non, je pense que nous sommes dans un projet industriel. Je pense que Vivendi est né en 1998. Le passé plaide pour notre avenir. En 2014, date à laquelle j'ai pris mes fonctions,
avec mon actionnaire de référence, le groupe Bolloré, et ce que nous avons bâti, nous sommes dans un projet qui est un projet industriel. Nous sommes dans un projet qui s'adapte aux différentes évolutions de notre secteur. Je n'ose imaginer qu'il y ait de telles directives qui aient pu être données, parce que je pense que le rôle de quelques équipes gouvernementales dans un pays est celui de pouvoir soutenir ces champions, que nous sommes en train de construire peu à peu un champion des médias, des contenus, de l'entertainment. Et j'espère que dans les cabinets ministériels, on est fiers de la marche, qui est la marche du groupe Vivendi, et fiers de voir un groupe qui porte haut et clair les couleurs de notre pays à l'international dans ce secteur stratégique. Sur le risque de mastodonte, on a vu qu'effectivement, c'est sans doute ce qui a conduit, il y a peut-être d'autres choses évidemment, mais à la chute de Jean-Marie Messier. Est-ce que le fait d'avoir un très gros conglomérat, parce que vous devenez énorme quand même. Nous sommes un groupe industriel que nous bâtissons peu à peu, qui donne une vision. Pardonnez-moi, là aussi, le passé plaide pour notre avenir. Jean-Marie Messier a une vision stratégique il y a 20 ans. Ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. La réalité des faits, c'est quand vous regardez la constitution de ces grands acteurs à l'échelle internationale, nous sommes en train de peu à peu écrire le succès de cette vision. Oui, mais en termes de management presque, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est comment vous voyez la gestion une fois que, bien sûr, vous aurez repris Lagardère. Ouais, vous savez, quand je regarde l'évolution de ce groupe ces dernières années, on a commencé avec un groupe qui avait principalement Universal Music Group et le groupe Canal. Quand vous regardez ce que nous avons fait, le rachat d'Editis, Prisma, nous avons pu croître. Donc peu à peu, oui, nous pilotons une croissance, nous avons une mission dans cette croissance, nous sommes très rigoureux dans la gestion financière, nous mettons une discipline dans toutes nos acquisitions. Je bénéficie du soutien effectivement d'un actionnaire qui me permettent d'avoir cette sorte de pilier dans la réalisation de ce projet, avec Yannick Bolloré dans la façon dont nous inscrivons. Les poches pleines, comme vous le disiez tout à l'heure, il a quand même beaucoup d'argent. Mais nous sommes donc très rigoureux dans la gestion du groupe. Puisqu'il y a beaucoup de questions. Donc deuxième question, elle est posée par Marianne Gérard, on l'écoute. Bonjour, Marianne Gérard, HEC 98, je suis journaliste. Arnaud de Puyfontaine, je souhaitais savoir comment vous vous informiez au quotidien, quels étaient les titres de presse, journaux et magazines que vous lisiez en priorité chaque jour, les chaînes de télévision que vous regardiez et plus spécifiquement quelles émissions. Merci. Votre emploi du temps, quoi. Il commence très tôt le matin et il commence avec les chaînes d'information que j'ai dans mon bureau et notamment avec CNews. Et d'autres comme BFM, bien évidemment, pour regarder ce qu'il en est. Mais je suis un grand lecteur de presse, donc je lis la presse au petit matin. J'ai organisé toute mon information digitale pour pouvoir recevoir les informations qui concernent soit des centres d'intérêt, soit l'actualité, qui est l'actualité économique et politique à l'échelle française et internationale. Temps, grosso modo? Beaucoup de temps. Je suis dans un continuum d'informations. J'adore ça. C'est ce qui a amené à avoir la carrière que j'ai eue et les différentes aventures que j'ai vécues. Oui, parce qu'on peut peut-être rappeler que la presse, vous êtes tombé dedans il y a combien de temps quand vous étiez chez EMAP? Non, quand j'étais étudiant, j'avais créé le Figaro Grandes Écoles et Universités. Et puis ensuite, lorsque je suis rentré de coopération après un saut chez Arthur Andersen, eh bien, je suis rentré au Figaro et ensuite, c'était effectivement ma vie. Je regarde aussi beaucoup les chaînes d'information, BBC, etc. J'ai vécu à Londres un certain nombre d'années, donc aussi toutes les sources d'information d'origine britannique ou américaine m'intéressent. Troisième question, elle est posée par Jérémy Bass, on l'écoute. Cher Monsieur Puyfontaine, je suis Jérémy Bas, promo 2012, je travaille aussi dans les médias. Une petite question pour vous. On a vu il y a quelques semaines, quelques mois que vous vous intéressiez aussi au groupe Webedia. Je ne sais pas si c'était véridique ou pas. Moi, je voulais savoir un petit peu vos ambitions dans le digital, dans le monde du contenu en ligne, principalement chez les youtubeurs. Est-ce que vous avez des ambitions un petit peu nationales, internationales pour arriver aussi dans ce type de contenu ? Merci pour cette question. Écoutez, tout est digital dans nos métiers. Il n'est pas une seule de nos activités qui ne vivent pas une transformation, mais pas une évolution. Par exemple, on a vu CMI, Daniel Kretinsky, racheter
Loopsider, enfin des entreprises aussi de podcasts. Est-ce que vous, c'est des choses que vous pourriez faire? Mais absolument. Oui. Nous avons d'abord de formidables sites d'information, notamment capital.fr, et nous sommes propriétaires de Dailymotion, et qui a vécu une transformation et une nouvelle stratégie mise en place depuis le 11 mai dernier. Et donc, je ne suis pas très youtubeur, je suis surtout Dailymotionneur par rapport effectivement à l'utilisation de cette plateforme à l'international, et avec une vraie stratégie dédiée aux créatifs. Donc cette évolution, vous regardez mycanal.fr, vous regardez ce qui se passe sur Gameloft, enfin, toutes nos activités sont des activités digitales, et donc je m'intéresse effectivement à tout ce qui se passe. Webedia est une très belle entreprise, nous regardons tout ce qui se passe dans ce métier, mais nous n'avons pas été candidats à la reprise quand effectivement le groupe a envisagé une vente. Nous avons des relations très bonnes avec Webedia et ses dirigeants, et avec des initiatives multiples et variées. Donc je dirais que notre vie au sein de Vivendi est complètement digitale dans la façon dont on pense nos métiers, la façon dont on gère la relation avec tous les consommateurs de notre contenu. Et c'est quelque chose qui va crescendo avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Oui, il y a encore un peu une question. La 4e question, elle est posée par Daniel Beau. Bonjour Arnaud, bravo d'abord pour canalplus.fr qui est vraiment un plaisir quotidien pour regarder des films et des séries. 2 petites questions. D'abord, qu'est-ce que vous avez prévu de faire en ce qui concerne le partage des codes? Parce que je constate que selon les fois, on peut être plusieurs ou pas à regarder. Et le partage des codes, c'est quand même l'occasion d'essaimer Canal et de peut-être conquérir de nouveaux clients. Et puis, autre petite question, votre position concernant les télécommandes. Est-ce que le bouton Canal+ sur les télécommandes de Samsung et de LG, c'est quelque chose que vous souhaitez développer? C'est très précis. Sur le partage des codes, c'est intéressant parce qu'on a vu que Netflix est en train justement de restreindre. Est-ce que vous êtes un peu dans la même logique? Nous gérons effectivement des abonnements qui sont des abonnements familiaux, mais la meilleure façon de pouvoir développer la consommation de Canal via MyCanal, c'est surtout dans la structure des offres et l'agrégation. On a notamment une offre qui a eu un grand succès sur la population jeune qui s'appelle RA+, qui a remarquablement bien fonctionné. Et dans l'évolution du groupe Canal, qui est donc un diffuseur de contenu, un producteur de contenu et un agrégateur, regardez ce qui a été annoncé avec le fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes un abonné de Canal, vous avez tout le contenu de Apple TV. C'est avec cette offre d'offres très compétitive que nous mettons la priorité dans la capacité de développer le portefeuille d'abonnés du groupe Canal. 5e question, une question qui nous est posée par Rens de Jong. Hello, greetings from Amsterdam. Bonjour et salutations d'Amsterdam, mon nom est Rens de Jong. Je suis un journaliste business et alumni de l'exécutive MBA 2022. Merci de prendre le temps de répondre à ma question. C'est au sujet des gens, de l'humain. Quelle est votre opinion à propos de l'intelligence artificielle de ChatGPT et pensez-vous qu'elle va remplacer les personnes créatives? Vous avez déjà un peu répondu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de ce que l'intelligence artificielle va transformer dans les métiers comme les vôtres. Ah bah c'est une révolution que l'on va voir. Mais je pense que, si vous voulez, si je regarde à date, l'élément le plus important dans l'avantage concurrentiel de toute entreprise sur le long terme, ce sont les hommes et les femmes dans cette entreprise. Point numéro 1. Point numéro 2, oui, c'est une révolution. On a vécu dans le secteur de médias la première vague Internet, ensuite 2.0, 3.0. On a vu plus récemment le métavers avec un certain nombre de questions. Maintenant, c'est la Gen AI. Et bien évidemment, que ce soit dans le processus de fabrication, dans l'organisation des entreprises, dans tout, on est aujourd'hui au début d'une vraie révolution. Mon point de vue, c'est que cela renforcera la capacité qui est la capacité créative des organisations. Ce sera vrai dans nos métiers de la pub avec Havas, ce sera vrai dans tous les métiers de la création. Le plus grand dénominateur commun dans tous les métiers. Vos rédactions, est-ce que vous dites, attention, utilisez ChatGPT ou l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire des articles, ou au contraire, je vous interdis de l'utiliser? Non, il n'y a pas d'interdiction. Où est-ce que vous mettez, ou au contraire, vous favorisez? Vous voyez, il y a une ligne rouge ou pas? Non, il n'y a pas de ligne rouge. Il y a juste un certain nombre de pratiques. Je pense que dans l'intelligence artificielle, le contenu, la propriété du contenu est un élément totalement essentiel. La rigueur du travail dans le sourcing, le fact-checking et tous ces éléments est essentiel. Et encore une fois, sur la dimension humaine, dans tous nos métiers, ce sont des éléments qui élèveront
la nécessité d'être absolument les meilleurs dans la capacité de produire du contenu sur toute cette forme et dans la dimension créative de notre organisation Encore et de notre maison. 3 questions, Oh. Arnaud de Puyfontaine. Question de Lionel Bounois. Bonjour Arnaud de Puyfontaine, Lionel Bounois, 2015. Le groupe Vivendi est leader, présent sur le cinéma, les spectacles, les arts vivants, les plateformes, les jeux vidéo. Ma question concerne 2 marchés. Le premier, c'est le marché africain. Vous avez ouvert des salles, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus où en sont les projets du groupe en Afrique? Et puis ma deuxième question concerne le marché asiatique. Est-ce que vous pourriez nous parler des actualités de ce marché, tout simplement? Merci. Asie, Afrique, 2 continents très importants pour Vivendi et notamment pour le groupe Canal+. Nous avons plus de 7,5 millions d'abonnés à Canal+, en Afrique francophone subsaharienne. Nous sommes aujourd'hui un actionnaire, premier actionnaire de MultiChoice, qui est le miroir dans la partie à la fois anglophone et lusophone de l'Afrique. Donc nous avons une vraie ambition. Et en Asie? Et en Asie, nous avons un certain nombre d'opérations déjà au Vietnam, au Myanmar, et nous avons une présence notamment du groupe Havas très présente dans cette partie. Et nous avons annoncé récemment l'accord stratégique et l'investissement dans cette plateforme View, qui est très présente en Indonésie et dans d'autres pays asiatiques. Donc ce sont 2 Mais est-ce que vous allez accélérer ces développements ou pas? Ça fait partie de vos priorités? Ça fait partie de notre agenda stratégique, oui. D'accord. Encore une question, l'avant-dernière question. Bonjour Monsieur de Puyfontaine, je m'appelle François-Xavier Cheneva, je suis diplômé d'HEC et depuis une dizaine d'années j'ai bifurqué. Et aujourd'hui je fais du dessin humoristique, de la BD, du dessin de presse, sous le nom de Plume de Fix. Donc j'ai fait des bouquins, notamment un bouquin qui s'appelle Chief Bullshit Officer qui fonctionne pas mal. Et je pense que vous avez eu plein de questions très intéressantes. Je voulais vous poser une question peut-être plus personnelle, c'était de savoir quel métier est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Est-ce que vous voyez quel est le lien que vous voyez avec votre carrière effective? D'abord, bravo pour cet ouvrage, qui est un ouvrage que j'ai lu lorsque mes enfants me l'ont offert, et notamment ma fille aînée qui est diplômée d'HEC. Et donc je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Lorsque j'étais enfant, je voulais devenir médecin. Dans un environnement familial, la finance était... on me poussait pour aller dans la finance et je suis rentré dans les médias et dans les divertissements. Je crois que la dimension qui est la dimension médecin, c'est sans doute l'intérêt que j'ai pour les autres et aussi la nécessité de pouvoir être très précis dans le diagnostic. J'ai une grande admiration pour les professionnels de la médecine au sens large du terme. L'aspect qui est l'aspect plutôt finance, c'est la capacité de comprendre que le plus beau des projets mérite de pouvoir être associé avec une grande rigueur dans la façon dont on l'accompagne. Et donc finalement, comme cela arrive de temps en temps dans la vie, je suis finalement attiré par le secteur des médias. Comme je le disais il y a quelques instants, en commençant au Figaro, ensuite EMAP, ensuite Hearst et maintenant Vivendi, j'ai eu beaucoup de chance. Et pourquoi j'aime cela? C'est sans doute parce que j'aime cette cohabitation entre la créativité et tout le côté qui est le côté magique de ces métiers, mais aussi la capacité de créer l'environnement qui permette de développer des entreprises qui sont des entreprises de croissance dans ce milieu qui est ce milieu fantastique, qui est celui des médias, de la communication et de l'entertainment. Ça tombe bien, parce qu'il y a une question encore un petit peu plus personnelle. Vous allez l'entendre dans un instant. Bonjour Arnaud, Jérôme Arnaud Wagner. Je suis écrivain, producteur, également j'ai une agence de sponsoring d'événements culturels. J'ai fait toute ma carrière dans les médias et dans la com. Je suis aussi président du club HEC Alumni Média et Entertainment. On se connaît bien Arnaud et donc du coup je vais me permettre une question un peu personnelle. Et donc je voulais savoir ce qui était ton moteur. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est la foi? Je sais que tu es très croyant. Ou c'est tout simplement ta nature? D'abord, j'utilise l'occasion qui m'est donnée pour transmettre mon amitié à Jérôme. Il y a effectivement une très ancienne complicité. Je pense que j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, que j'adore. J'ai la chance d'avoir une famille fantastique, que j'ai un certain nombre de convictions que j'essaye de vivre et de mettre en scène dans le quotidien de ce que je fais à titre personnel et professionnel. Et que j'ai la chance dans cet aspect, dans cette aventure Vivendi, dans cette partie de vie qui est allée très vite, de travailler dans un environnement où celles et ceux avec lesquels je vis cette aventure sont des hommes et des femmes que j'aime, que je respecte, qui me stimulent et que je crois que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'enthousiasme et que je me réveille tous les matins avec la même flamme. Et ça, c'est une grande chance. Ben voilà, c'est dit pour une fois. Merci beaucoup à Arnaud Puyfontaine. Tout de suite, la conclusion, puis après, c'est la fin de cet entretien HEC.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. C'est 2-3 petites questions, là aussi peut-être un peu plus, enfin pas vraiment personnelles, vous allez voir. Je voudrais juste revenir sur un point qu'on a évoqué en première partie, à l'occasion justement de la vente d'Editis, puisque vous allez prendre le contrôle donc d'Hachette via Lagardère. Il y a une période de transition, il y a un administrateur qui va être nommé. Je sais que du coup, par exemple, les éditeurs d'Editis ne peuvent pas parler aux éditeurs d'Hachette. Ça va être très compliqué quand même à gérer, non, cette situation? C'est à la fois, oui, c'est humainement assez compliqué, mais nous sommes d'une rigueur absolue par rapport aux règles qui sont les règles de fonctionnement. Donc nous avons eu cet accord donné par la commission sur cette opération, qui est donc la prise de contrôle du groupe Lagardère. Et donc, nous avons session d'Editis et session de gala. Durant cette période, il y a effectivement un mandataire qui a été nommé. Et donc, nous sommes dans une procédure qui s'appelle Hold Separate. Et donc, les décisions sont prises par cet administrateur. Et dans cette période intermédiaire, en attendant que nous ayons réalisé les remèdes auxquels nous nous sommes engagés, nous sommes dans ce fonctionnement qui est un fonctionnement qui est très organisé et qui a débuté il y a quelques jours. Comment trouver sa place entre Vincent Bolloré, Yannick Bolloré, voire Cyril Bolloré, l'autre frère? Vous ne faites pas partie de la famille, mais en même temps, vous avez un rôle très important. Comment on trouve sa place dans ces cas-là? Dans un groupe qui est vraiment familial. D'abord, quand j'ai eu l'honneur d'être considéré pour le job que j'ai pris le 24 juin 2014, Vincent Bolloré était membre du conseil. Vincent Bolloré est devenu président du conseil de surveillance. Vous avez l'impression d'être tenu au courant, parce que là, il y a peut-être des réunions de famille, vous n'en faites pas partie. Je vous le confirme, mais j'ai une grande admiration pour les personnes qui sont les personnes que vous avez citées. Vincent Bolloré, nous avons ensemble construit la première période. Nous sommes maintenant avec Yannick. J'ai la chance d'avoir la confiance. Mais c'est un fonctionnement. Le fonctionnement d'un groupe familial. Je peux vous en citer d'autres. J'imagine que chez Hermès ou encore on voit bien chez LVMH. Vous voyez, mon job en tant que président du directoire, mon job est de faire en sorte de pouvoir proposer une stratégie, de pouvoir faire en sorte que cette stratégie ait les résultats qui sont attendus et de faire en sorte de développer par rapport à une vision partagée cette entreprise qui s'appelle Vivendi. J'ai la chance d'avoir un président du conseil de surveillance qui s'appelle Yannick Bolloré, qui est là pour faire en sorte, et je lui reporte au nom du directoire dans le cadre du conseil de surveillance, et nous avons beaucoup de chance d'avoir à la fois avec Vincent Bolloré, qui est l'actionnaire de référence à plus de 29% de la société, et de Cyril, PDG du groupe Bolloré, des sparring partners, si je puis m'exprimer ainsi, qui permettent de faire en sorte que chacun apporte sa contribution dans cette belle histoire que nous sommes en train de construire. Justement, donc chacun a sa place et tout se passe pour le mieux. Vous êtes en train de le construire. Il y a quelque chose quand même, une espèce de sparadrap du capitaine Haddock qui vous colle un peu à la peau. Quand je dis vous, c'est un vous évidemment sur l'ensemble du groupe. C'est un peu cette mauvaise réputation à cause des médias, des nominations, même si elles ont été faites par Arnaud Lagardère, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure à propos du journal du dimanche. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs d'essayer de vous réconcilier avec l'opinion publique ? Je pense que d'abord, cette opinion publique, elle n'est pas uniquement monothématique. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont très admiratives et ce légitimement du boulot qui est fait. Je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, parce que les médias suscitent ce genre de choses. Nous sommes là pour faire le job et avoir la capacité de pouvoir construire dans tous les aspects de notre groupe des activités qui sont pérennes et qui jouent leur rôle dans l'environnement qui est le leur. Et alors, toute dernière question, si vous avez un rêve, c'est de racheter quel journal, quelle chaîne de télévision ou quoi ? Dans ce monde qui est en pleine transformation, auquel la technologie, notre terrain de jeu est mondial, vous savez, ça me fait penser à votre question me fait penser à cette réaction, c'est « La vie appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Et la deuxième phrase à laquelle je pense, c'est que une vie réussie, c'est un rêve d'adolescent réalisé dans l'âge adulte. J'ai beaucoup de chance parce que je suis en train de vivre ce rêve. Et donc, le chemin des possibles est grand. Et donc, c'est la raison pour laquelle je garde l'enthousiasme qui est le mien. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Merci de votre accueil, merci de vous êtes prêté à cet exercice. On sait que c'était compliqué pour vous, aussi pour d'autres raisons. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain, bien sûr, avec comme invité Estelle Prakelov, la patronne de Veolia. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.